retour sur le plateau de la tranche info en direct sur Canal 10 Télévision. Place maintenant au débat dans ce focus. Et ce soir, je reçois Raymond Otto, notre sociologue. Bonsoir Monsieur Otto. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va très bien, je vous sens zen ce soir. Oui, toujours. C'est nickel alors. Nous avons également Livia Zamia qui est coach en développement. Bonsoir Madame Zamia. Bonsoir. Et par liaison Zoom, nous avons notre psychologue Néhémie Martin. Bonsoir Néhémie. Bonsoir. Ah bon, mais il y a juste une seconde de décalage, donc c'est super, magnifiquement parfait. Alors la thématique de ce soir, ce sera autour justement de l'éducation. On va se poser une question, à savoir si nous sommes plus les enfants de nos parents ou de la société globalement. J'aimerais aussi qu'on parle beaucoup d'hypersexualisation, enfin pas beaucoup, mais qu'on parle de l'hypersexualisation de nos enfants, puisqu'on a l'air choqué finalement qu'ils veulent marcher un peu dénudés dans la rue. Alors, qui répond à la question en premier? Est-ce qu'on est plus les enfants? Honneur aux femmes. Oui, effectivement, honneur aux femmes, Madame Zamia. Et après, on enchaîne avec Néhémie. Madame Zamia. Alors, sommes-nous les enfants de nos parents ou de la société? Alors, les miens sont mes enfants. Vos enfants sont vos enfants? Mes enfants sont mes enfants. Mais qui fait leur éducation? Plus vous, plus la société? Plus moi. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. Donc tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils apprennent... Alors, pas tout ce qu'ils connaissent, mais par rapport à l'éducation que j'ai reçue, alors je ne dirais pas que je reproduis l'éducation qu'on m'a donnée, mais en tout cas, je donne des bases, en plus avec le métier que je fais, que j'exerce, je donne des bases suffisamment fortes à mes filles pour qu'elles puissent, même si elles sont confrontées à la société et à ce qui se passe, elles auront en tout cas cette capacité d'analyser les situations et de pouvoir prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, ces décisions, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, leur serviront d'expérience et leur permettront demain de savoir que, voilà. Donc vous pensez que la voix de maman, justement, résonnera dans la tête à chaque fois qu'il y aura une prise de décision majeure? Oui, je discute beaucoup avec mes enfants et justement, je disais à Raymond qu'aujourd'hui, ma fille a une expérience à l'école où elle avait un cours de philo et puis le prof a sorti des choses, elle est arrivée, elle était agacée, énervée parce qu'elle ne comprenait pas comment un prof de philo puisse raconter des inepties pareilles. Et je me dis que l'éducation, en tout cas, puisqu'il parlait d'histoire, il parlait de l'Afrique, et il parlait d'esclavage et de choses, en fait, vraiment atroces pour qu'un prof dise que les humains aujourd'hui sont plus forts que les pharaons, que l'Afrique est le pays le plus pauvre du monde, ce genre d'ineptie. Et je pense que moi, si j'avais pas, puisqu'on n'apprend pas ça vraiment aux enfants à l'école, si moi, je n'avais pas donné cet enseignement-là à l'école, ben, elle ne m'aurait pas parlé de ça. Et elle aurait eu une information qui est complètement fausse et qui est vérifiable aujourd'hui sur Internet et qu'elle ne serait pas venue m'en parler. Mais je me dis que bon, ils sont à 35 dans la classe et que si les 34 autres n'ont pas l'information, ben, il en fera 34 abrutis. C'est une possibilité. Donc vous êtes plus partisane justement on est les enfants de nos parents, enfin si les parents font le job. Je parle de moi, mais je me rends compte que bien sûr ma fille elle a des copines, elle discute avec ses copines, je me rends compte bien qu'à travers les échanges qu'on a, puisque des fois elle me rapporte ce que certaines copines vivent, et je me dis ouais, parce qu'il y a quand même des gamines qui font des conneries, les parents sont pas au courant ou autre. Voilà, je pense que le dialogue est important. Même si on n'est pas d'accord, mais le dialogue est important et ça apporte à l'enfant. Alors, si je dois parler du cerveau, puisque ma spécialité c'est quand même les neurosciences, c'est plus on donne d'informations au cerveau, et puis ça permet en fait de pouvoir lâcher prise sur certaines choses, ne pas être en panique, ne pas avoir peur, ne pas... voilà, et de pouvoir être en maîtrise et avoir cette capacité d'analyse des situations qu'on vit. Néhémie. Oui, alors, moi, mon avis, il est un petit peu différent. Je crois que les enfants s'inscrivent un peu dans ce que j'appellerais un peu une coparentalité, en fait. Il me semble que, effectivement, la question de l'éducation constitue irrémédiablement le socle de ce qu'on transmet à l'enfant, des schémas, de la question aussi des limites, mais aussi, comme le disait Madame, de la question de la réflexion personnelle. Donc, ce sont évidemment des bases qui sont incontournables.
Mais je crois qu'il y a un nouvel élément de société qui a effectivement émergé depuis quelques années, donc qui n'est pas qu'Internet, mais bien sûr qui sont les réseaux sociaux. Et je pense que les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans la construction de l'identité, en fait, notamment de l'adolescent, et même dans la perception de l'enfant. Ce sont des éléments qui deviennent de plus en plus présents, qui donnent une image de ce qu'est finalement être un jeune homme, être une jeune femme, des images de réussite, bien sûr, le tout toujours mis en scène. Et je crois que ça a un impact. Je pense qu'on ne peut pas nier que les réseaux sociaux et que les outils actuels ont un impact sur l'éducation des enfants. Donc, à mon sens, il y a quand même une forme presque de coparentalité entre ce qu'on transmet à son enfant, et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a souvent ce décalage qui ressort. On entend beaucoup de parents dire eh bien, j'ai donné toutes les bases, à mon sens, à mon enfant, même si l'éducation n'est pas parfaite, et pourtant, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une simple crise d'adolescence ? Est-ce que mon enfant fait d'ailleurs même sa crise d'adolescence plus tôt ? Je crois qu'il y a une vraie transformation du développement de l'enfant et de l'adolescence qui est en lien avec cette question de l'émergence des réseaux sociaux. Raymond, d'accord avec le propos sur les réseaux sociaux qui prennent le pas un peu sur tout ? Si j'ai plaisir à partager cette table ce soir avec madame, il n'en demeure pas moins, je vais juste mettre une nuance. En fait, nos enfants sont à la fois les enfants de la société, de l'espace-temps dans lequel ils évoluent, mais aussi du partage entre les valeurs de la famille du père et les valeurs de la famille de la mère. Mais la prégnance des réseaux sociaux, alors je suis à la fois défenseur et contributeur à charge des réseaux sociaux. Si on garde le lien de communication avec nos enfants, ben ça affaiblit le lien avec les réseaux sociaux. Mais pour répondre à la question de M. Lutz de tout à l'heure, on passe très peu de temps avec nos enfants. Le matin, on les dépose très tôt à l'école et on les récupère à 16h30, 17h, 18h, en fonction de là où on habite. Et en fait, entre ces deux espaces-temps, ben, il y a quoi ? Il y a l'ambiance du lycée, du collège, du primaire. On a les personnels que les enfants vont rencontrer, qui vont effectivement influer dans leur comportement et dans leur posture. On a justement le numérique, même s'il est interdit, mais bon, on sait effectivement que la rigueur, c'est pas trop notre fort. Et lorsqu'on va aux abords des collèges, même à l'intérieur des collèges, alors j'ai une anecdote d'il y a 2 ans où effectivement la principale faisait tout un discours sur l'interdiction du portable dans l'enceinte de l'établissement, et lorsqu'elle a fait l'appel pour composer les classes, tous les gamins avaient un portable dans leur poche arrière. Alors j'ai un peu souri, parce qu'on se demande effectivement à quoi ça a servi tout ce laïus. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut qu'on regarde, tout à l'heure on avait cette discussion avec Livia, sur le regard que nos enfants portent sur nous en termes de pertinence de nos propos. Et c'est vrai que bien souvent, on a un discours, et là je rejoins effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, où les parents ont l'impression de donner le meilleur d'eux-mêmes dans une éducation. Mais en fait, ils ne font pas attention à la temporalité. Ce que m'a dit ma grand-mère ou ma mère, est-ce que c'est encore d'actualité ? Et j'aime bien prendre comme exemple nos fameux jeux de mots. Lorsqu'on disait, on racontait aux filles l'histoire de Bête Amant Hibert, c'était pour qu'elles ne puissent pas sortir après 18 heures. Mais dans une société où l'éclairage, enfin, des quartiers, le Bête Amant Hibert ne fait plus de contrôle social. Donc c'est vrai que souvent j'ai vu... Oui, l'homme au bâton a permis de masquer beaucoup de choses. Mais là où on se rejoint, c'est effectivement sur cette peur de la transformation physiologique de l'enfant qu'on appelle crise d'adolescence. Et c'est vrai qu'en fait, depuis quelques années, les parents demandent, comment on appelle ça, une formule gagnante. Et en fait, non. En fait, chaque enfant a un développement physiologique et psychique qui lui est propre. Et en fonction des émotions qu'il vit et des situations qu'il vit dans la dynamique familiale, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, fait que chaque individu est unique. Et souvent, je dis aux parents, on ne peut pas avoir une formule globale pour quelque chose qui est singulier. Et c'est bien ce qui nous montre en fait que l'évolution de notre société a affaibli tous les espaces de contrôle social. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents sont isolés dans cette entreprise éducative, et qui me fait dire qu'en fait, oui, nos enfants sont plus les produits mixés, mais
70% société et 30% famille. Parce qu'en fait, on va inverser la chose lorsqu'ils vont partir en études. Et là, effectivement, il y aura 70% famille et 30% société, puisque j'aime bien raconter ces anecdotes de première année où on vient de découvrir la liberté. Donc, on va en boîte le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et bizarrement, le samedi, on a envie de sortir. Et là, on voit l'image de maman ou de papa qui te dit « Ah bah, ça envoyé au fait en France. » Et donc... pour ceux qui ont le réflexe et l'image de maman et papa qui Oui, non, mais ça vient parce qu'en fait, les gens masquent cette information, mais après se disent que on a envie de sortir, mais en même temps, il y a quand même cette image qui, soi-disant, n'était pas imprégnée dans notre psyché et qui vient, qui nous rappelle effectivement qu'en fait, non, on a des objectifs et qui nous permet. Alors, certains étudiants n'ont pas cette force mentale de suivre cette image-là. Ils se disent « Ah, mon cher, je verrai ça dimanche lorsque je vais me réveiller. » Mais beaucoup, effectivement, gardent ce cadre psychique et qui fait qu'effectivement, qu'ils deviennent des adultes et des citoyens responsables. Après, oui. Alors, globalement, est-ce que c'est une démission des parents qui a permis aux réseaux sociaux de prendre le pas, ou c'est un phénomène qui est naturel, justement, avec l'évolution? Il n'y a pas d'émission des parents. Aucun parent ne fait naître un enfant sans projet. Il y a simplement l'intermédiation de toute cette modernité qui fait que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier. Et puis, j'aime bien rappeler que nos parents ne nous ont pas éduqués. C'est la société qui nous éduquait. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui ont 60, 70 ans, c'est pas la peine de faire le beau, ils n'ont jamais eu en face d'eux leurs propres enfants. Parce qu'effectivement, la réalité économique n'était pas la même. Et c'est surtout qu'en fait, le quartier était contenant, avec une vision éducative qui était commune à tout le monde, c'est-à-dire que monsieur un tel pouvait me donner 2 tobocs s'il me voyait en train de dysfonctionner, comme madame Titoine pouvait effectivement rappeler ma soeur ou rappeler une cousine à l'ordre, alors qu'il n'y avait pas ni WhatsApp ni autre pour lui dire que c'est pas comme ça que ta mère t'a élevé. Donc en fait, on avait ce rapport-là. Mais aujourd'hui, on a créé des isolats dans nos sociétés. Et effectivement, c'est peut-être ça le point de départ des parents et qui explique la souffrance des parents quelquefois. Ils sont tout seuls face à un projet éducatif. Donc, Madame Zama. Oui, et puis je pensais par rapport à ce que Raymond disait, c'est que les parents ne nous ont pas élevés en pensant qu'ils faisaient mal. Je pense que tous les parents, en tout cas dans leur investissement, dans l'éducation de leurs enfants, pensent qu'ils font bien. Et c'est nous, en fait, les autres parents, avec notre regard, avec nos valeurs, on va juger que cette éducation, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et je voulais aussi rebondir sur la notion d'inconscience. Et à travers cette notion d'inconscience, je parlerai, on avait parlé de ça, de l'épigénétique, où certains enfants ou certains parents, en fait, agissent de façon inconsciente parce qu'ils ont hérité à travers leur gène. Ils reproduisent un schéma. Voilà, ils reproduisent des schémas qui sont inscrits en fait dans leur gène. Et en fait, ils ne sont pas conscients. Ça peut être des souffrances, ça peut être la dépression. Voilà, c'est souvent les blessures qui reviennent, la souffrance, la dépression. La dépression, aujourd'hui, à travers les recherches, bien que ça soit controversé, on dit que la dépression, limite, est héréditaire. Pour certains, c'est fort, quoi. Pour donner un exemple, un reportage que j'avais vu où un gamin de 4 ans, après une déflagration dans son immeuble, sort de l'immeuble en courant. Il est tout seul à la maison. Et puis, il raconte quelques heures plus tard qu'en fait, il courait et qu'il cherchait un pont avec des pavés où il n'y avait pas d'eau qui coulait. Et en fait, il reproduisait simplement ce que sa mère et son père, en fait, avaient vécu il y a quelques années, puisqu'ils avaient vécu la Shoah. Et la mère, le gamin, il a 4 ans. En fait, il est en train de revivre une expérience que sa mère a vécue il y a 15 ans. Donc, c'est des choses, en fait, qui se font de façon inconsciente. Et puis, on voit des fois, on disait avant, ah, mais t'as qu'à marcher qu'on grand-mère, bien qu'à faire tel bite qu'on grand-père. Et en fait, voilà, ce sont des choses dont on hérite. Sur la continuité et l'héritage, je veux bien comprendre. Mais par exemple, on en arrive à des polémiques en ce moment, par exemple, sur la tenue républicaine. Ouais. On arrive à vouloir définir donc comment on devrait s'habiller. Si on avait hérité de la façon de s'habiller de nos grands-parents, arrière-grands-parents,
Bon, je pense qu'il n'y aurait pas de polémique hein, sur les crop tops, donc les petits hauts très courts, les nombrils dehors. On a hérité, c'est pour ça que je fais oups. On a hérité des codes vestimentaires de nos parents. C'est-à-dire que. À demi alors, oui. Bon. Ah non, à fond. On a coupé des dents. Après, non, c'est. On va essayer de parler sans langue de bois. Pendant longtemps, on avait 3 types de vêtements: vêtements de maison, vêtements de sortie et vêtements de messe. Exact. Pratique religieuse. Oui, les chaussures, fallait la veille que tu. Donc 3 types de vêtements à l'époque. Et maintenant Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus d'espace clairement défini. Et la modernité est passée par là, la rencontre avec d'autres peuples est passée par là, et la télévision est arrivée pour montrer d'autres modèles. Souvenez-vous, avant, nos femmes avaient un profilage qui était assez intéressant, puisqu'en fait, elles étaient elles. Mais on a créé des morphotypes aujourd'hui au travers, effectivement, de l'industrie du vêtement, où aujourd'hui, c'est medium ou small. Donc, en fait, si tu ne peux pas rentrer dans medium ou small, tu es un petit peu mêlé. D'accord ? La fin des années 90, début des années 2000 va nous ramener sur le modèle des femmes plantureuses. Vous vous souvenez du début de 1900 en France, en Europe. Mais c'est le modèle américain qui nous est arrivé, mais aussi le modèle hispanique. Et avec le vêtement que je préfère toujours et que je le dirai haut et fort, le legging. C'est le vêtement par essence qu'on a mis à toutes les sauces. J'aime bien comment elle pince ses lèvres. On te voit, Aurélie. Le legging, et effectivement, on a pour être plus sérieux, on a culpabilisé les gens en proposant des morphotypes. Et vous aurez remarqué que depuis la fin des années 90, début des années 2000, tout ce que vous bouffez, et je ne dis pas manger parce que c'est de la malbouffe, vous est expliqué scientifiquement. Le bifidus actif du yaourt, en fait, tu as envie de prendre un yaourt, tu le manges, point très. Mais en fait, on va vraiment nous culpabiliser sur la question du corps, de la santé du corps. En fait, il ne faut pas faire ça, il faut faire de l'exercice. Et on est rentré dans d'autres morphotypes. Nos gamins aussi, moi j'aime bien leur faire ce coup en leur disant « Retournez-vous et regardez-vous ». Et vous avez les mêmes profils chez les garçons, c'est-à-dire ils sont filiformes. Vous prenez un Guadeloupéen, vous prenez un gars de Dordogne, vous prenez un Chinois, vous prenez un Américain, vous les mettez, les 4 gamins de 15 ans, l'un à côté de l'autre, c'est le même morphotype. C'est-à-dire, en fait, on a fait un lissage des cultures, et aujourd'hui, il est très difficile de différencier les gens. Mais souvenez-vous, on a diabolisé les gens. Lorsque tu étais gros au primaire et au collège, tu le vivais très mal, parce que tu étais l'exception. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de nous targuer, de nous parler d'obésité. Mais on oublie qu'entre les deux, l'alimentation industrielle est arrivée, la démocratisation des supermarchés est arrivée, et la malbouffe est arrivée. Donc, et justement, moi, j'irais sur l'hypersexualisation aussi qui est arrivée. Oui. Parce on a rendu un peu les femmes et les hommes maintenant objets. Et donc, c'est le référentiel, j'ai l'impression que maintenant, c'est le référentiel des enfants et qui s'identifie maintenant par rapport à leur aspect physique, en fait. C'est le concept des mini-mois, hein, c'est tout simplement. Hein. On a vu chez les femmes, on a vu chez les hommes aussi. Vous avez des hommes qui, lorsqu'ils arrivent à 50 ans, qu'ils ont un jeune adulte comme gamin, le père et le fils s'habillent de la même manière. Simplement, c'est leur jouet qui coûte plus cher, l'un par rapport à l'autre. Mais on est rentré dans ça, oui, je suis d'accord. Alors justement, Némi, on voudrait avoir ton analyse sur cette hypersexualisation de la société. Donc finalement, c'est les parents qui ont permis aux enfants de grandir trop vite, en fait. Enfin, pour moi, ce serait mon analyse. Alors, absolument, parce que, quelque part, déjà parce que ça n'intervient pas de façon, a priori, naturelle dans le développement et dans les idées, finalement, de l'enfant. Puisqu'il y a cette question de la transmission dont on parle depuis effectivement tout à l'heure sur le plateau. Dans cette transmission, à mon avis, on a la transmission bien sûr de ce qu'on a aussi soi-même en tant que parent reçu de ses propres parents, mais il y a également cette question de la transmission, j'ai envie de dire presque psychique en fait, de ce qui pour soi représente l'enfance, des enjeux en fait au final que
qu'on peut avoir soi-même personnellement. C'est-à-dire que chaque parent a également ses représentations propres qu'il va plus ou moins, selon certaines situations, calquer en fait sur son enfant. Donc, ça rejoint un peu cette idée de l'hypersexualisation parce qu'au final, certains parents en fait transmettent leur idée d'un enfant un petit peu objetisé au final. Donc, on se retrouve avec des situations largement rocambolesques. Et j'en parlais effectivement. Il y a pas mal de films, également de vidéos qui montrent un peu ces défilés de mode de petites filles qui en fait ont toutes les allures de femmes. Et évidemment, ça a quelque chose de largement inquiétant parce qu'on se rend compte qu'en dehors de tout ce que ça représente de ce côté sexualisé de l'enfance et de tous les dangers qu'il y a à l'issue de ces attitudes, il y a aussi le danger psychique en fait. L'impact que ça peut effectivement avoir à accélérer, je dirais, certaines choses et même à mettre en contexte sexualisé des enfants ou des adolescents. Il y a aussi le danger même de la pression, parce que quand on parle aussi de ces concours de mini-miss, ou même simplement comme disait M. Otto, cette question des mini-mois, il y a une pression à être ce que le parent veut qu'on soit. Je me dois au final d'être la représentation exacte de ce que mon parent attend de moi. Donc il y a une véritable pression et un stress qui sont induits par ces attentions et ces représentations au final du parent. Donc le parent serait tributaire de la pression sociale, donc il essaie de correspondre à quelque chose, et donc il transfère cette pression directement sur son enfant. C'est exactement ça. Et donc les effets, bien sûr, il y a des effets internes, donc psychologiquement, comme je le disais, devoir représenter quelque chose pour le parent, ne pas le décevoir au final. Et il y a les effets aussi externes, la mise en danger aussi des mineurs. Donc évidemment, on pense à toutes les perversions, tous les regards totalement pervers qui peuvent être posés aussi sur ces enfants. Et puis il y a ce stress global. Et j'ai envie de dire que parfois, on induit même des troubles en fait chez l'enfant qui, une fois devenu adulte, peut largement développer la question des troubles anxieux et en tout cas une image de soi-même, toujours dans cette question de l'objectisation. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je dois me mettre en scène? Et cette question de la compétitivité qui va émerger en fait, à cause de cette transmission. Qui manque de recul et qui peut mettre en danger l'enfant et l'adolescent. Il y a beaucoup de parents aussi qui vivent à travers leurs enfants. Des pères qui voient par exemple qu'un gamin il a des capacités physiques, mais alors je voulais être footballeur, donc il sera footballeur. Donc on le met ou une fille à faire de la danse, ou moi, je suis une femme qui est un peu forte, ma fille, elle est super belle. Donc, ok. Donc, je lui permets, en fait, je lui transmets, je lui dis, ok, tu peux porter ces vêtements-là. Parce qu'au-delà du transfert, on vit à travers l'enfant. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, de vivre à travers ses enfants? Non, puisque l'enfant ne vit pas sa vie, en fait. Elle vit la vie de ses parents. Et il faut savoir que le cerveau vient à maturité à 21 ans. Donc, tout ce qu'on va inculquer dans le cerveau jusqu'à l'âge de 21 ans, c'est ce qui va construire l'enfant de demain, qui va construire l'adulte de demain. Ou bien le détruire. Ou le détruire. Ou le détruire. Donc, c'est important d'être super vigilant là-dessus, quoi. Oui, non, mais je vais poursuivre sur ce qui est dit. En fait, on est rentré depuis 2 décennies dans des parents qui font de leurs enfants des objets d'ornement. Et on est tout à fait d'accord. On l'a vu avant, on l'a vu avec je crois que c'est l'Espagne qui a mis un coup d'arrêt en disant plus de défilés de mode avec des mannequins complètement esselés, squelettiques. Parce qu'en fait, l'Espagne a connu une vague de boulimie et d'anorexie, et aussi de suicide de gamines qui n'arrivaient pas à rentrer dans les carcans de leurs idoles. Et on a traité ça avec une certaine légèreté, puisqu'en fait, ce n'est qu'une dizaine d'années après que l'Europe s'est vraiment attachée à comprendre qu'est-ce qui se passait pour les collégiennes qui regardaient effectivement, comme tout collégien fait, d'avoir les posters de son idole dans sa chambre, et de voir effectivement que tu ne peux pas ressembler à cette personne-là, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, le rêve qui est véhiculé au travers de la vie du mannequin, lorsqu'on a commencé à faire des premiers documentaires
où les mannequins expliquaient qu'en finale de compte, c'était pas si glamour que ça. Tu ne peux pas manger, lorsque tu manges, il faut que tu ailles vomir. Et ça fait déchanter quelques jeunes filles, mais en même temps, les autres générations continuent à produire ces schémas-là. Et lorsque je parlais de lissage culturel, bon, on s'est bien rendu compte que ce phénomène-là a touché le monde entier. C'est-à-dire que c'est pas resté qu'en Europe, que dans le Nord. C'est-à-dire que c'est devenu une modélisation. Modélisation, je reprenais tout à l'heure qu'en fait l'industrie du textile nous l'impose. C'est-à-dire que certaines marques se refusent à faire plus que small. Et donc, que vont faire nos gamins? Si tu as une forte poitrine et que Mango ne te permet pas de mettre ton vêtement, tu ne vas pas te faire amputer. Or, en fait, il y a une sélection aujourd'hui qui est faite comme cela et qui fait que bien souvent, nos enfants, moi je trouve que c'est une aberration de l'esprit, que nos enfants au collège parlent de régime. Ouais. Même avant. Il faut qu'on arrête un peu. Mais sauf qu'en fait, on met une telle pression sociale sur l'enfant sans défaut ou zéro défaut que l'enfant, pour plaire à son parent, s'inscrit dedans, quitte à être malheureux. Et là, ça fait beaucoup de dégâts, parce que beaucoup se font suivre après, une fois qu'ils atteignent l'âge adulte, font des thérapies, parce qu'effectivement, ils se rendent compte que on les a entraînés sur ce chemin-là, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas ce qu'ils voulaient. Et là aussi, d'entendre parler de thérapie, je dis souvent aux gens, les gens ne sont pas forcément fous. Une thérapie, c'est vous accompagner à mieux être dans ce corps et dans votre esprit. C'est pas forcément lié à une problématique de santé mentale. Mais on est sur ça aujourd'hui et on est en train de monter crescendo. Alors, notre société est assez intéressante parce qu'elle a un regard sur le bassin caribéen, donc avec des femmes plantureuses, et un regard sur l'Europe, effectivement, avec des femmes plus ou moins anorexiques. Donc, au moins, on a un équilibre. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que le fait que justement l'enfant soit conditionné par les parents, ça crée en fait un blocage en termes d'échange. J'ai eu une cliente, une petite jeune de 18 ans, qui faisait du vélo. Mais elle avait horreur de ça. Elle avait horreur de ça. Elle n'arrivait jamais à finir une course. Elle était malade, en fait, elle s'entraînait. En entraînement, ça allait. Mais dès qu'elle prenait le départ, elle franchissait jamais la ligne d'arrivée. D'accord. Jusqu'un jour, elle me dit, écoute, Livia, je n'aime pas le vélo, j'aime le foot. Donc, il a fallu que je la prépare, en fait, pour qu'elle puisse en parler donc, à sa mère, qui lui a dit, mais il fallait me le dire depuis plus tôt. En fait, c'était déjà fait des films. Et finalement, elle fait du foot aujourd'hui. Et elle me disait, Livia, mais j'ai fait 4 matchs, mais qu'est-ce que je m'éclate sur le terrain. J'ai marqué aucun but, je suis attaquante, mais qu'est-ce que je m'éclate. Mais elle était vraiment, elle avait complètement changé, elle est épanouie. Après, elle a pu prendre des décisions sur ses études, sur plein de choses. Parce que ses parents disaient non, tu vas partir, ou tu vas faire telle d'études. En fait, les parents, tant qu'ils avaient le contrôle sur elle, lui disaient ce qu'il fallait faire. Et le jour où elle a pu s'exprimer et qu'on a pu l'entendre, à ce moment-là, mais elle est super épanouie. Elle a eu son bac avec mention. Voilà. Donc il faut vraiment laisser les enfants être eux-mêmes et ne pas vivre à travers nos enfants. Ouais. Néhémie, si tu avais des conseils justement pour les parents, pour essayer d'éduquer leurs enfants du mieux qu'ils peuvent dans cette société compliquée? Alors je dirais déjà avant tout se faire confiance, mais tout en ayant toujours cette question de l'humilité. C'est un exercice qui est un petit peu compliqué parce que eh bien, très souvent, quand on a reçu quelque chose et qu'on considère qu'on s'en est bien sorti et que on a eu les armes qu'il fallait, on peut être tenté eh bien, de transmettre les choses de la même manière. Il faut garder à l'esprit que, eh bien, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a des bases et des choses qui, en fait, resteront immuables. Des valeurs, bien sûr, comme le respect, inculquer aussi cette question de la réflexion, de la confiance en soi, du libre arbitre, énormément de choses, en fait, qu'on pourrait et qu'on devrait effectivement continuer à transmettre à ses enfants. Mais il faut garder aussi à l'esprit qu'effectivement, la société évolue.
Et ça ne signifie pas qu'il faut déplacer sans cesse la question des limites et donner de plus en plus de droits à ces enfants ou à ces adolescents. Mais ça veut dire que quelque part, il faudrait peut-être essayer de se pencher sur ces nouveautés qui font partie intégrante du quotidien, notamment de l'adolescent. Je crois qu'il faut s'intéresser en fait au quotidien des jeunes pour pouvoir effectivement penser l'éducation au plus près de l'enfant. Parce que le situer exactement comme on a pu le vivre ou comme nos parents ou les grands-parents ont pu le vivre et le transmettre, eh bien, je crois que c'est un petit peu voué à l'échec parce que, eh bien, il y a énormément de nouveaux codes et donc énormément de nouvelles pressions qui existent et dont il faut effectivement et qu'il faut prendre en compte. Raymond. J'adhère. Non, j'adhère. C'est vraiment ça. C'est-à-dire aujourd'hui, adapter la réponse éducative à la réalité du temps d'aujourd'hui. Exemple, beaucoup de parents sont réfractaires, et là je vais être le défenseur du numérique, de l'éducation 2.0, mais bien souvent, on a des forums sur lesquels effectivement on peut partager avec d'autres parents qui ont des embryons de solutions qui ont marché pour leur gamin, mais qui peut être un début de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait tout à l'heure des TikTok. Si un parent ne s'intéresse pas à l'univers des TikTok, il ne peut pas comprendre son gamin. Parce qu'en fait, le gamin, lui, du matin au soir, il regarde toutes les débilités qu'il y a sur TikTok. Oui, quitte à les... Oui, non, mais je suis désolé. Non, mais c'est un fait. Hein. Je fais des efforts de communication, mais j'ai du mal. Oui, non, mais sérieux, lorsque vous regardez, si vous n'êtes pas sur cet univers-là, vous avez entre midi et deux des petits feuilletons en créole qui passent, effectivement. Nos enfants sont friands de tout cela. Si vous n'êtes pas sur cette plateforme-là, vous ne pouvez pas élaborer un niveau d'échange. Et bien souvent, je dis aux gens, on a pu s'en passer, mais aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile parce qu'effectivement, on est dans un monde de plus en plus dématérialisé et il va falloir effectivement faire avec, composer avec. Donc, mise à jour pour les parents. Mise à jour pour les parents, mais aussi mise à jour pour les enfants parce que les parents ont quelque chose que les enfants n'auront jamais qui vaut de l'or, c'est de l'expérience de la vie. Et ça, peu importe le contexte d'évolution de la société, une fois que vous avez une expérience, c'est-à-dire que vous avez survécu, je parlais plutôt pour les hommes, puisque généralement, ils sont censés mourir à 25 ans, parce qu'ils font toutes les pratiques sportives tordues, vélo sans frein, moto, voiture, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, ils ont une expérience de la survie. Les femmes, c'est tout autre chose. Mais je pense qu'en fait, que cette expérience-là, peu importe les générations, même s'il faudra faire une émission dans 40 ans, on parlera dans les mêmes termes parce qu'en fait, ce qui fait la force de l'homme, c'est son apprentissage de ses erreurs. Mais il ne crée pas des erreurs pour pouvoir se nourrir. Mais il vit de ses apprentissages. Et c'est ce qui lui permet effectivement de pouvoir juger le bon, le mauvais. Mais il y a quand même une différence entre porter conseil et vouloir faire en sorte que son enfant soit une réplique de soi-même. Oui, et ou vouloir lui éviter effectivement les écueils naturels de la vie. Parce que ça aussi, une fois qu'il va connaître l'échec, au lieu de tomber de 2 escaliers, il tombera effectivement d'un immeuble. Donc de temps en temps, moi je dis toujours qu'il faut garder ce que nos parents appelaient trivialement faire don à la terre, c'est-à-dire de permettre à l'enfant de faire ses propres expériences, tout en le guidant. Et en cela, on est tout à fait d'accord. Notre rôle de parents, c'est de protéger nos enfants, mais de les laisser pourtant vivre leur vie. Et ça, c'est important parce que sinon, après, c'est une réplique ou un continuum de notre propre vie. Et non, on n'est pas notre gamin, je suis désolé. On ne sera jamais. C'est limite mal, ça, quand même. Un petit peu, oui. En tout cas, merci à vous tous. On se quitte pour une petite page de publicité. Après, on revient en plateau, mais avec Valérie Denux, directrice générale de l'ARS. On fera un point santé avec elle. Merci encore à vous. On se retrouve très bientôt, j'espère. Merci. Sur Canal 10, je reçois Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé. Bonsoir Madame Denux. Bonsoir Monsieur. Alors la nouvelle est tombée aujourd'hui. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé. Les restaurants et les bars seront fermés donc en Guadeloupe à compter de ce samedi 21h. Une mesure qui est prise, qui avait été envisagée de toute façon la semaine dernière si effectivement la propagation du virus ne ralentissait pas. Est-ce que les indicateurs permettent vraiment de prendre cette décision, Madame Denux ? Écoutez, les indicateurs sont effectivement très inquiétants, très élevés, puisque le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, est de 290.
Donc vous avez vu que l'alerte maximale, c'est au-dessus de 250. Hein, donc on est au-dessus. Nous avons aussi un taux de positivité qui est très élevé, qui augmente progressivement. Ça veut dire le nombre de tests que l'on fait et qui sont positifs. On est vers 22% de tests positifs. C'est très élevé parce que le seuil d'alerte, c'est en dessous d'un taux de positivité de 10. Hein. Donc, vous voyez, on est vraiment 2 fois plus que ça. Et puis, effectivement, on est dans un nombre de nouveaux cas qui est quand même très inquiétant, puisque nous avons eu plus de 1000 cas la semaine dernière. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on limite les échanges de façon à ce que les gens ne se contaminent pas. Donc on a bien vu effectivement que les clusters, on va dire, dans la sphère privée seront plus ciblés, justement, on aura une attention plus particulière sur ces clusters, mais ne serait-ce que déjà sur les chiffres, certains s'interrogent sur la véracité, sur la fiabilité des tests. On est sur quelle marge d'erreur justement pour les tests ? Les tests RT-PCR, donc les tests que l'on fait aujourd'hui, sont des tests qui ont une fiabilité... Prélèvement nasopharyngé, donc les PCR. Oui, ils ont une fiabilité qui est au-delà de 95%, plutôt 96%. C'est une très bonne fiabilité. Donc vraiment, sincèrement, lorsque les gens sont positifs, c'est très très rare qu'il y ait des faux positifs. Tout peut arriver, mais c'est vraiment très très faible comme proportion. On a vu de nouveaux produits arriver en pharmacie, des tests en version 3, donc plus rapide, on prend une goutte de sang, on a un résultat une dizaine de minutes après. On sait que la Haute Autorité de la Santé a validé la commercialisation, mais est-ce qu'on a des chiffres justement sur la fiabilité aussi de ces tests qui sont de plus en plus utilisés par des Guadeloupéens ? En fait, ces tests sont beaucoup moins fiables, hein, avec des taux de fiabilité qui sont variables en fonction des tests rapides. Mais en général, c'est plutôt entre 40 et 70% de fiabilité, ce qui n'est pas beaucoup. Enfin, c'est comparativement mieux. Donc au PCR. Voilà, comparativement au PCR. En fait, il faut distinguer deux choses. Vous avez les tests qui sont diagnostiques, qui vont dire réellement il y a la maladie ou pas, et les tests qui sont plutôt des tests, on va dire, de dépistage, qui peuvent aider, mais il faut toujours qu'ils soient confirmés par un test de diagnostic, si jamais il y a des symptômes ou si jamais le test rapide est effectivement positif. Mais à la fois, s'il est négatif, il faut se méfier aussi. Ça ne veut pas dire que malheureusement on n'est pas porteur du virus. Ouais. Donc du coup, ils sont d'une aide qui est relative et qu'il faut savoir utiliser correctement. Alors, comment savoir si on est toujours contaminant ou pas ? On a un délai maintenant qui est précis. On parlait de 14 jours au début de l'épidémie. Est-ce qu'on sait si au-delà de 14 jours, on est vraiment plus contaminant ? En fait, si vous voulez, l'épidémie, c'est comme une courbe, en fait. Donc, la majorité des gens, c'est au bout de 7 jours que, après l'apparition des symptômes, que ça diminue. Ou bien, c'est la règle des 7, c'est-à-dire que je me contamine, 7 jours après, je deviens actif et je peux contaminer les autres. Et encore 7 jours après, là, je suis plus contaminant. D'accord ? Donc, si vous voulez, et il faut se dire que c'est cette règle des 7 jours. Lorsqu'on a des symptômes, en revanche, il faut vraiment attendre que les symptômes s'arrêtent. D'accord ? Et pour prendre une petite précaution, 2 jours après l'arrêt complet des symptômes, comme ça, on est tranquille. D'accord, d'accord. Sur les personnes testées, combien d'entre elles à peu près se retrouvent en hospitalisation ? Pas nécessairement en réanimation, on y viendra après, mais qui peuvent se retrouver en hospitalisation. C'est variable, mais en tout cas, là, ces derniers temps, cette dernière semaine, regardez, on a eu 1000 cas dans la semaine et on a plus d'une centaine de personnes hospitalisées, tout compris. Ok. Donc, je veux dire, c'est quand même important. On voudrait aussi avoir des précisions donc, sur les places de réanimation. Je crois qu'on en avait une vingtaine, donc il y en a une vingtaine au CHU de Pointe-à-Pitre. Sur la vingtaine, il y en aurait 9 qui seraient utilisés pour les patients Covid. Est-ce que c'est bien ça pour le découpage ? Parce que certains pensent qu'il y a une dizaine de lits au total qui sont déjà réservés pour les Covid. Donc, est-ce qu'on peut avoir la répartition exacte ? Alors, ça ne marche pas comme ça. Je vais essayer d'être simple. Normalement, en Guadeloupe, nous avions 22 lits de réanimation au CHU et 5 au CHBT. D'accord ? 27 en tout. D'accord. On a mis en place un plan pour augmenter progressivement le nombre de lits de réanimation avec les acteurs du territoire, le CHU, le CHBT, mais aussi la clinique des eaux claires. D'accord ? Et nous avons eu 6 niveaux d'augmentation.
Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes au 6e niveau, c'est-à-dire qu'il y a 51 lits de réanimation pure, dont 36 qui sont consacrés au Covid, mais on peut jouer, évidemment, on peut modifier, plus 20 lits qui potentiellement sont des lits de surveillance continue, qu'on peut transformer en réanimation si on veut. Donc aujourd'hui, on est à près d'une capacité de 71 lits de réanimation par rapport aux 27 d'habitude. Et on pourrait encore augmenter peut-être de 10, mais vraiment en utilisant les blocs opératoires, en fait, dans des circonstances un peu particulières. C'est énorme, cette augmentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quand même une part importante, très importante, qui est consacrée au Covid. Est-ce que justement cette part-là n'est peut-être pas trop importante comparativement aux autres activités hospitalières? Apparemment, services de pédiatrie, de cardiologie verraient leurs locaux réquisitionnés pour justement créer des espaces Covid. Donc est-ce qu'ils ne sont pas lésés au final? Non. Ça, il y a des gens qui veulent faire croire ça. Très clairement, les espaces Covid sont dans des endroits qui sont par exemple, la salle de réveil, des blocs qui ont été refaits complètement suite à l'incendie. C'est des espaces comme ça. Maintenant, c'est sûr que oui, bien sûr, le Covid nous occupe beaucoup et il ne faut pas oublier les autres patients. C'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est à trouver cet équilibre. Et c'est vrai que le Covid, malgré tout, c'est quelque chose qui peut s'aggraver très, 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 très vite et qu'il faut qu'on prenne en charge. Mais il ne faut pas qu'on oublie les autres. Donc c'est pour ça que dans le plan qu'on a mis en place avec les acteurs... Donc le plan blanc? Le plan Orsan. Le plan blanc, c'est pour les hôpitaux. Chaque hôpital fait son plan blanc, c'est-à-dire qu'il réorganise son hôpital en fonction justement de la crise. Et le plan Orsan, c'est ce qui englobe tout ça par l'ARS pour ensuite permettre le passage des patients entre les différents établissements. Selon les syndicats dont l'UTS, UGTG, qui a tenu une conférence ce matin, ils prétendent justement que la montée en puissance du CHU ne pourra pas se faire parce que vous n'avez pas les moyens nécessaires à cela et qu'on risque de rester justement à une 50aine de lits de réanimation. Vous confirmez ou vous infirmez? Moi, je crois qu'ils sont toujours là pour dire qu'on ne peut pas faire alors qu'on fait... Ah, ils sont pour un confinement. Ils sont pour un confinement total de la population. Mais après, ils ont tout à fait la possibilité d'avoir leurs propres opinions. Moi, ce que je dis simplement, c'est que nous avons un plan, nous le suivons et nous sommes en cours de mise en place grâce, en revanche, à des renforts en ressources humaines. Parce que très clairement, il y a les espaces, il y a le matériel, mais il nous faut les médecins, les infirmiers, le personnel nécessaire, bien sûr, pour ces lits. Et c'est vrai que nous manquons de ressources humaines pour arriver au bout de notre plan. Alors, c'est pour ça qu'on a le renfort de Santé publique France, la réserve sanitaire. Nous avons le renfort du service de santé des armées qui arrive ce week-end. Et j'ai échangé avec le ministère pour avoir du renfort de la part de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Donc oui, c'est vrai que pour monter en puissance selon notre plan, on est obligé de faire un renfort en ressources humaines. Mais on le fait. Est-ce que la répartition est déjà faite? Est-ce que vous savez combien de personnes de la réserve sanitaire, du service de santé et de la PHP qui pourraient être délocalisées ici? Déjà, On avait parlé de 2 médecins, je crois, et 2 assistants médicaux, et une vingtaine d'assistants médicaux au moins. Non. On a la réserve sanitaire, c'est près de 25 personnes qui sont actuellement au CHU. Il y en a d'autres qui sont au CHBT ou au CH de Saint-Martin d'ailleurs. Nous avons le service de santé des armées, ils arrivent à 37. La PHP, on a demandé un renfort de médecins réanimateurs de l'ordre de au moins 4 en permanence sur la période difficile. Donc... Non, il y a un nombre conséquent de personnel qui nous est affecté. Il y a le CHU de Martinique qui nous aide aussi avec un réanimateur qui est sur place. Voilà, donc on s'entraide vraiment entre les territoires. Ah justement, à quand la fusion probable entre le CHU de Guadeloupe et le CHU de Martinique et ce CHU Caraïbes? Non, c'est pas d'actualité. Alors, je peux vous assurer qu'en ce moment, on est un peu préoccupé par d'autres choses. Non, c'est pas du tout d'actualité.
Très bien. Sur la maladie, je voulais revenir sur la maladie en elle-même, qu'on ait des explications. Donc le Covid n'a pas d'incidence respiratoire. Ah si. Ça a des incidences respiratoires, mais ce n'est pas une maladie respiratoire. Alors, le Covid, si vous voulez, c'est un virus qui va créer une inflammation très importante sur tous les organes. Alors, selon les personnes, plus cet organe que l'autre, et notamment au niveau des poumons, avec des difficultés qui peuvent être respiratoires. Et c'est d'autant plus problématique pour des gens qui ont d'autres maladies, comme par exemple le diabète ou des problèmes cardiaques, voire l'obésité, parce que quand on est très gros, on a plus de mal à respirer, et donc on peut s'étouffer beaucoup plus facilement. Et donc le coronavirus fait cette inflammation sur les organes, et des organes qui seraient déjà fatigués par la maladie chronique que les gens ont, font qu'ils ont du mal à sortir de cette défaillance. Et c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent bien que même si on les prend en hospitalisation, en réanimation, les personnes très fragiles, malheureusement, il est parfois très difficile de les sauver parce que leurs organes ne supportent pas cette inflammation majeure au niveau du corps et de leur personne dans sa totalité. Et on a entendu parler de coagulation du sang. Non. En tout cas, dans ma connaissance, ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est vraiment cette inflammation très importante qui fait que ça fait dysfonctionner les organes vitaux. D'accord ? Il faut quand même savoir qu'en métropole, pendant la première vague, ça a été décrit comme à peu près toutes les personnes qui avaient une insuffisance rénale, il y avait un taux de mortalité qui était très élevé quand ils attrapaient le coronavirus et qui rentraient en hospitalisation et en réanimation, de l'ordre de 40%. C'est effrayant, 40%. Donc c'est pour ça que j'en appelle vraiment aux gens qui ont des problèmes de santé habituellement, de se protéger et de ne faire tout pour ne pas attraper ce virus. Tout. Parce que réellement, ça les met en danger. Même s'ils sont pris en charge, ils ont des gros risques, malheureusement. Alors sur le dernier point, justement, on a vu que vous avez mis l'accent sur les comorbidités qui visiblement sont présentes dans quasi tous les cas de décès. Donc le Covid, c'est vraiment un facteur aggravant. Mais est-ce qu'on sait si c'est le déclencheur de la mort ? C'est juste un facteur aggravant. Non, c'est-à-dire que si vous voulez, les gens ont une maladie, donc cette maladie elle leur pose des difficultés, mais en tout cas, la maladie ne les aurait pas tués, en tout cas, peut-être malheureusement dans le temps, parce que ce sont des maladies chroniques, mais à ce moment-là, non. Donc le coronavirus, il vient, et c'est bien parce qu'il est là et qu'il perturbe les organes et qui fait les effets négatifs qu'à un moment donné, la personne va mourir. Donc c'est bien le coronavirus qui provoque, si vous voulez, cette mort, mais sur un terrain, si je peux dire ça comme ça, un corps qui est déjà avec des faiblesses. Mais il faut être bien conscient qu'il y a malheureusement quelques cas, qui sont beaucoup plus rares, de jeunes personnes qui n'avaient pas de problème connu et qui malheureusement se sont retrouvées en réanimation, voire quelques rares décès. Est-ce qu'on sait pourquoi ils se retrouvent en réa, finalement, Oui, encore une fois, c'est parce que c'est cette inflammation majeure que provoque le coronavirus qui fait que les organes réagissent parfois très très fortement et vraiment en se mettant à fonctionner pas correctement. Et c'est ça qui provoque du coup une détresse vitale et on est obligé de mettre les personnes en réanimation pour les assister, les aider les organes à fonctionner. Et aussi, c'est pour ça que le traitement, notamment avec de la cortisone, de l'hydroxycortisone, est quelque chose qui améliore les prises en charge parce que ça diminue un peu cette inflammation. Mais bon, très clairement, nous n'avons pas de traitement pour l'instant qui soit quelque chose d'efficace de manière très, très, très importante. Donc toujours cette polémique un peu autour de l'hydroxychloroquine. On a entendu l'audition du professeur Raoult devant le Sénat. C'était quand même assez édifiant puisqu'il reste sur sa position. Et on se demande, puisqu'on est en France quand même, on a un des plus grands chercheurs en la matière. Je crois que c'est une de vos spécialités d'ailleurs aussi, l'infectiologie. On a un des plus grands chercheurs en la matière et finalement on ne se fie pas à son avis. Pourquoi ?
Non, moi, je ne suis pas infectiologue. Hein. Je suis médecin généraliste avec une spécialité de médecine tropicale et de médecine d'urgence, mais je ne suis pas infectiologue. Donc, moi, je ne me prononcerai pas parce que, je vais vous dire, le principe de la médecine, c'est le suivant. C'est-à-dire que la médecine, ce n'est pas une science exacte. Hein. On apprend beaucoup en permanence en médecine. Et donc, l'intérêt de la médecine, c'est de le faire de manière collégiale. C'est-à-dire plusieurs spécialistes ensemble réfléchissent, essaient de voir ce qui est le mieux, met en place des protocoles d'expérimentation pour pouvoir prouver que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, il y a quand même beaucoup d'autres scientifiques qui... Il est un peu trop loup solitaire, le professeur Raoult? Voilà, un petit peu. Un petit peu. Donc pas d'hydroxychloroquine ici en Guadeloupe en utilisation. Ah non, c'est pas recommandé par le Haut Conseil de santé publique, donc par la Haute Autorité de santé. Ce sont des collèges qui sont indépendants, ce sont vraiment des scientifiques qui se regroupent, qui récupèrent toutes les publications, enfin qui travaillent beaucoup dessus. Donc nous, on suit ces recommandations, je dirais, de collèges scientifiques. Alors, il n'est pas opposé justement au port du masque, le port du masque qui est très sérieusement recommandé depuis quelques semaines maintenant. Est-ce qu'on n'en fait pas trop autour du port du masque? Alors, moi, je ne pense pas parce que, très clairement, les mesures barrières, ça marche. Je le dis. Moi-même, depuis le début de l'épidémie, je navigue beaucoup à droite, à gauche pour gérer cette crise. Je vais dans les hôpitaux, je rencontre les gens, toujours avec le masque, toujours en me lavant les mains, en faisant attention. Alors, sur les réseaux sociaux, on a dit que j'étais malade. Exactement. Absolument pas. Effectivement, j'ai fait un test à l'Institut Pasteur mercredi dernier parce que je partais à Paris et que je partais moins de 72 heures. Donc, il fallait que j'ai le test pour revenir. Pour pouvoir rentrer. Voilà. Et donc, je suis allée à Paris pour rencontrer le Premier ministre et le ministre de la Santé. Et quand je suis revenue, j'avais mon test négatif. Et je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai fait plusieurs allers-retours cet été. Et j'ai eu 3 tests négatifs. Donc, on n'en fait pas trop sur le masque. Ah non, moi je pense que le masque, c'est vraiment le masque, le lavage des mains, les mesures barrières, c'est la Covid attitude, hein, c'est ce qu'on a lancé. Ça marche. Je le dis aux gens, ça marche. Mais est-ce qu'il ne fallait pas laisser ça à l'appréciation de chacun? Parce que l'aspect répressif, bon, vous n'êtes pas en charge de l'aspect répressif, vous êtes plus là pour la pédagogie. Mais est-ce qu'effectivement, on n'aurait pas dû laisser le choix à tout un chacun de choisir de porter ou non le masque? Vous savez, dans cette épidémie, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le collectif joue sur l'individu et l'individu joue sur le collectif. C'est-à-dire que, très clairement, on est tous une petite goutte de la gestion de cette crise. C'est-à-dire que si on se protège soi-même, eh bien, on va protéger les autres. Et ça, c'est important. On l'a dit, on l'a recommandé, on l'a laissé à l'appréciation de chacun. Ça n'a pas marché. Regardez où nous en sommes aujourd'hui, en Guadeloupe. Alors, on voit bien que maintenant, il faut rendre obligatoire. Et je vais même vous dire une chose. Aujourd'hui, parce que nous, on fait tout le travail d'enquête autour d'un cas, on se rend compte que les gens contaminés aujourd'hui, c'est plus dans la sphère publique, c'est plus de moins en moins dans la sphère professionnelle, puisque maintenant, il faut faire le masque, etc. Et c'est de plus en plus dans la sphère privée. Alors, parce qu'on se retrouve en famille, le dimanche, on va à la plage, on va sous le carbet, il se met à pleuvoir, donc on se colle les uns aux autres. On s'aime évidemment, donc on s'embrasse, c'est normal. On se tombe dans les bras. Les amis, on est content de les retrouver, les amis. Puis quand on est jeune, évidemment, on aime bien se rapprocher avec le petit copain ou les petites copines. C'est normal, je le comprends. Mais sincèrement, c'est ça qui transmet l'épidémie actuellement en Guadeloupe. Donc, ce que je dis, c'est que pour montrer l'amour qu'on porte à ses proches, à ses amis, il faut les protéger et il faut se protéger. On a confiance, on se dit... le cousin, je le connais, la tante, la grand-mère, etc. Je les connais, donc on se connaît, donc on risque rien. Mais comment vous savez si vous avez le virus ou pas? Peut-être vous allez dire, ah oui, mais je me suis fait tester. Oui, mais vous l'avez peut-être attrapé il y a 2 jours. Voilà. Donc moi, je dis que c'est dur. Moi-même, j'ai visité ma grand-mère qui a 97 ans et demi. Je l'aime très fort, mais je ne l'ai pas embrassée. Je me suis tenue à distance, j'avais un masque. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Socialement, c'est quand même très difficile. C'est très dur. Et ça dure depuis plusieurs mois. C'est dur, c'est pas, comment vous dire, c'est pas les humains ne sont pas conçus pour rester seuls. Exactement, on est d'accord. Sauf qu'il faut que la tempête passe. C'est une tempête, il faut qu'elle passe. Elle est longue, mais il faut qu'elle passe.
Le problème qu'on a, c'est que là, maintenant, vous avez vu les taux qu'on commence à atteindre. Vous avez vu l'engorgement des hôpitaux. Vous avez vu les décès qu'on a eus. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On doit arrêter ça tous ensemble. Donc, port du masque, mais est-ce qu'on ne s'expose pas à un risque, justement, comme vous le dites, que tout soit transféré dans la sphère privée? Que vu que les bars, les restaurants, tout va fermer à partir de ce week-end, est-ce que tout le monde ne va pas se retrouver dans la sphère privée et plus encore se mélanger et plus de fêtes encore? Vous savez ce qui va arriver? Ça va être le confinement. Ça va être le confinement. Donc, si les chiffres ne descendent pas, Oui. on y arrivera. Le ministre l'a dit, c'est la dernière étape. Là, on est en alerte maximum, c'est la dernière étape avant l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, c'est quoi? Ça permet de prendre des mesures de confinement, de couvre-feu, de confinement, etc. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la Guadeloupe? Mais certains le réclament. Comme l'UTS-UGDG, certains le réclament déjà. Oui, mais économiquement, on sait bien ce que ça génère. On sait bien ce que ça génère. Donc, c'est pour ça qu'on a, comme vous le disiez tout à l'heure, on laisse à l'appréciation de chacun. Regardez, par étapes, on a laissé à l'appréciation, on a fait de la prévention. Moi, depuis le mois de juillet, je dis que je suis inquiète, qu'il faut vraiment prendre des mesures, qu'il faut faire attention. Regardez, on est au mois de septembre, regardez maintenant ce qui se passe. Donc, c'est vrai que l'étape suivante, c'est ça. Mais attention, une autre question que je pose. Mettons qu'on arrive à cette étape suivante. Ça va aller mieux, en tout cas, j'espère. D'accord? Donc, ça va durer quoi? 1 mois? 1 mois et demi? 2 mois? Non, mais il faut du temps pour que ça marche bien. Et puis, on va ressortir du confinement. Et les gens vont recommencer à ne pas respecter les mesures barrières. Et dans 3, 4, 5, 6 mois, on va recommencer. C'est la question que je pose. Est-ce que c'est la bonne méthode pour apprendre à vivre avec le virus? Non. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Non, la bonne méthode, c'est d'être convaincu qu'il faut se protéger et protéger les siens. C'est ça la bonne méthode. La bonne méthode, c'est vraiment de se dire, il faut que j'apprenne à avoir d'autres réflexes. Ils ne sont pas agréables, mais d'autres réflexes. Jusqu'au jour où, j'espère, on aura un vaccin, on aura un traitement et on pourra faire comme avec la grippe, quoi. On pourra se dire, bon, j'essaie d'éviter de l'attraper, mais si je l'attrape, j'ai un traitement, j'ai un vaccin, donc je me fais vacciner et j'appelle tout le monde à se faire vacciner contre la grippe parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Vous aurez des réfractaires sur les vaccins. Ils font ce qu'ils veulent. Déjà, d'ailleurs. Ils font ce qu'ils veulent. Ceci étant... Est-ce que ça va être rendu obligatoire? Tout le monde s'interroge sur ça. Non, pas à ma connaissance, non. Mais en revanche, c'est sûr que si on rajoute de la grippe, de la dengue et du Covid, parce que c'est ce qui se passe en ce moment... Et des bronchiolites pour les enfants? Ça va être compliqué quand même, Ça va être compliqué. Donc, est-ce qu'on pourra faire face? Est-ce que notre offre de santé en l'état pourra faire face à toutes ces vagues qui vont déferler entre septembre et décembre? De toute manière, encore une fois, vu la situation de Covid, là, si ça ne redescend pas, on va aller vers, je vous dis, des mesures très fortes. On a une semaine de délai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va voir ce que la semaine prochaine, ça va donner en nombre de nouveaux cas, en nombre d'hospitalisations, en nombre de décès. Moi, je tirerai la sonnette d'alarme à chaque fois. Sauf si, malheureusement, heureusement, j'espère, ça s'améliore. Alors, à ce moment-là, on pourra dire aux gens, continuons les efforts. Mais ça va pas... Vous savez, c'est comme les bobsleighs, vous savez, sur la glace, là, qui filent super vite. Vous poussez, ça va de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et à un moment donné, pour l'arrêter, ça prend du temps. Donc, de toute manière, il va nous falloir du temps pour faire redescendre. Mais ce serait mieux de le faire juste par les mesures barrières. Avec, je crois qu'on a totalisé 16 morts en une semaine, 3 morts hier soir qui seraient liés au Covid. On n'est clairement pas sur une pente descendante là. Alors 3 morts hier soir, excusez-moi, mais moi j'ai pas cette information. On nous a dit qu'il y avait 3 morts supplémentaires. Oui, mais je ne sais pas qui vous l'a dit. En tout cas, moi je ne l'ai pas. Et tout à l'heure, j'ai Donc on reste à 16. J'ai demandé justement, est-ce qu'on a eu des nouveaux décès? Pour l'instant, on m'a dit non. Bon. Peut-être que ce n'est pas exclu, que c'est des choses à vérifier, parce que ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des gens qui décèdent. On fait un lien avec le coronavirus et on vérifie si réellement ce décès est dû au coronavirus ou si la personne était bien positive, elle avait un test ou pas. Bon. Mais 16 morts la semaine dernière, ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Enfin, je veux dire, toute personne, évidemment, c'est beaucoup trop. Mais le chiffre lui-même est énorme. Toutes ces personnes qui sont décédées étaient des personnes qui avaient effectivement des facteurs de gravité, des faiblesses, hypertension, obésité, diabète,
Mais il y avait quand même des personnes parmi elles qui étaient jeunes, 46 ans, 57 ans, 62, 63. Donc c'est dramatique. Est-ce que, parce que vous donnez des informations sur les clusters, on sait que vous êtes attentif sur 8 clusters, pourquoi on n'a pas plus de détails sur les clusters, à savoir où est-ce qu'ils sont localisés, combien de personnes ça comporterait, enfin, avoir plus d'informations sur les clusters en question? Parce que les personnes qui sont concernées par les clusters, elles sont évidemment informées, on échange avec eux. Quand un cluster se trouve dans une institution, évidemment avec les chefs de l'institution, les salariés en général ont l'information puisque on leur dit voilà, on va mettre telle mesure et telle mesure, on va désinfecter, ou il faut vous êtes cas contact, etc. Après, le dire au reste de la population pour stigmatiser telle institution ou telle institution, je ne vois pas à quoi ça sert. Je vois pas à quoi ça sert. Donc c'est un peu une réalité qu'on traite les gens qui seraient positifs au Covid-19 comme un peu des pestiférés. Des Pas du personnes tout. qu'il ne faut pas En tout cas, pas de notre approcher. part. Pas de notre part. Pas de la part de l'ARS, mais entre la population même. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut respecter, je dirais, le droit à la vie privée des personnes. C'est important. Maintenant, ces personnes-là, elles coopèrent bien, puisqu'en fait, en général, elles nous décrivent vraiment les personnes qui ont été en contact avec elles. Alors là, je prends 3 secondes pour vous dire que être cas contact, c'est pas être juste cette croisée ou cette vue comme nous deux, par exemple. Parce que si vous êtes positif, par exemple, hein, moi, je porte mon masque, j'ai une mesure barrière, je suis très loin de vous, et je ne vous ai pas touché, je ne vous ai pas serré la main, rien du tout. Donc, je ne suis pas, normalement, un cas contact à risque de vous. D'accord ? Donc ça, c'est important que les gens le comprennent. Et donc, c'est l'assurance maladie, quand elle va prendre contact avec les personnes positives et les personnes qui ont été nommées autour, de décider si, effectivement, cette personne est à risque ou pas. On a entendu une autre mesure, que les salariés ne sont pas obligés de tenir informés leurs employeurs en cas de contamination. Pourquoi cette décision? Ça nous paraît un peu paradoxal quand on veut suivre justement les personnes malades. Nous, au niveau de l'ARS et de l'assurance maladie, on a l'information des personnes qui sont positives et qui sont malades. Donc effectivement, on travaille avec ces personnes-là. Si on se rend compte quand même qu'il y a 3 personnes, au-delà de 3 personnes qui sont de la même entreprise, on va de toute manière, sans désigner les personnes, signaler à l'employeur qu'il y a un cluster dans leur entreprise. D'accord. Mais personne ne sera ciblé nommément. Non. D'accord. C'est pour préserver donc c'est pour préserver la vie privée des personnes. Donc les personnes évidemment qui sont positives, moi je les incite quand même à le dire à leur employeur ou en tout cas à leur chef direct, pour protéger justement ces autres autour d'elles. C'est plutôt ce message-là qu'on s'attendait à... Voilà, mais il y a un droit à la vie privée. Voilà. Et en tout cas, ce qui va se passer, c'est que ces personnes souvent nous disent, voilà, mon collègue de travail, etc. Et nous, de toute façon, on va prendre contact avec ces personnes. D'accord. Pour les fermetures de classe, on a vu que ça a évolué un peu. On ne va plus fermer de classe à partir d'un seul enfant malade. Oui, le protocole de l'éducation nationale a évolué. Je pense que ce protocole, il est raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut... Déjà, les enfants sont beaucoup moins à risque, hein, d'une part, et d'autre part, sont moins contaminants. Ceci étant, si effectivement l'enfant est gardé par la grand-mère, qui a, elle, des problèmes cardiaques ou autres problèmes, il faut demander à la grand-mère d'être très attentive à porter son masque et à faire attention. Mais c'est vrai que les enfants sont des porteurs beaucoup moins à risque et en tout cas beaucoup moins susceptibles de faire des cas graves, des situations graves. Donc il faut raison garder, il faut trouver le juste équilibre entre l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de son entourage, mais aussi sa scolarisation. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les autres maladies, c'est aussi important, mais la sociabilisation et l'apprentissage, c'est essentiel pour les enfants aussi. Alors, est-ce que le port du masque pour les enfants à partir de 11 ans est une nécessité? Puisqu'ils ne sont pas contaminants et ils ne sont pas très exposés à la maladie. C'est surtout, plus les enfants sont petits, moins ils sont contaminants, moins ils ont de cas graves, d'accord ? À partir de 11 ans, ils sont préadolescents, donc ils ont un petit peu plus de risques et ils ont effectivement le fait de les protéger. En plus, ils comprennent
enfin, je veux dire, pour eux, porter un masque, c'est compréhensible, alors qu'un enfant plus petit, ça devient C'est compliqué. Donc, du coup, ça facilite, je dirais, la diminution encore de la circulation. Pour les tests, on a vu qu'effectivement, vous avez mis des dispositifs en place qui sont souvent pris d'assaut et l'attente est très très longue. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Est-ce qu'on va redoubler, est-ce qu'on va dédoubler les unités de tests ou pas? Non, parce que d'abord, les laboratoires, on a les laboratoires qu'on a. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas non plus faire l'impossible. Il faut bien se comprendre qu'il y a à la fois la question des machines, mais pas uniquement. Il y a la question des ressources humaines aussi. C'est un travail énorme. Et puis, il y a les autres analyses à faire. Il ne faut pas non plus oublier les autres analyses qu'ils ont à faire. Et donc, du coup, multiplier à l'infini des tests, c'est pas forcément intéressant parce que ça va apporter quoi? Si ce n'est peut-être une connaissance un peu plus fine du niveau de circulation, mais on le connaît malheureusement très bien. On a des indicateurs pour ça. Ce qu'il faut, c'est pouvoir absolument... Il faut bien distinguer deux choses. Vous avez le diagnostic et le dépistage. Dans le diagnostic, il faut que les gens qui en ont vraiment besoin d'un diagnostic puissent accéder au test. C'est-à-dire les gens qui ont une ordonnance du médecin, parce que le médecin pense qu'il y a des fortes chances, malheureusement, que la personne ait le Covid. Des gens qui ont eu des symptômes, donc le médecin va leur donner une ordonnance parce qu'ils ont des symptômes. Les gens qui sont en contact à risque identifiés par l'assurance maladie ou par l'ARS, ceux-là, il leur faut un diagnostic. Les autres, c'est un dépistage. C'est plus, ok, malheureusement, j'ai pas trop respecté les mesures barrières, je suis un peu inquiet, j'ai rencontré la famille, voilà. Donc, je m'interroge et j'ai envie de savoir, donc je vais aller faire un test. Eh bien, pour cela, nous avons mis en place les campagnes itinérantes dans les communes. Il n'y a pas un caractère d'urgence à aller faire son test. Ah, mais pour la population, ça semble urgent, puisqu'il y en a qui attendent depuis 2h, 3h du matin. Oui, je sais, je sais bien, ils ont vraiment envie, mais il faut comprendre qu'il faut vraiment réserver au laboratoire le diagnostic et utiliser les campagnes plutôt comme un dépistage. Comment vous dire, c'est important que les gens comprennent que il faut être performant dans notre dépistage. Il faut vraiment protéger les plus fragiles, protéger les gens à risque, protéger les gens qui sont malades. Les autres, il faut aussi comprendre que quand vous faites votre test, on me dit « Ah oui, mais on met trop de temps à avoir le résultat ». Moi, la question que je pose, c'est « Mais qu'est-ce que ça change tout de suite ?» Si on faisait un test et que derrière ça, il y avait un traitement spécifique, ça serait important, parce que plus vite j'ai mon résultat, plus vite je prends mon traitement. Ce n'est pas le cas. Donc, que ce soit au moment du test ou au moment du résultat, de toute façon, dès qu'on fait son test, on se dit « j'ai un doute ». Donc si on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On se protège et on protège les autres. Est-ce qu'on ne va pas attendre d'avoir des symptômes pour se faire tester? Ah ben non. Non? Non, il faut, à partir du moment où on a été considéré comme à risque, alors c'est pareil, si on est en contact à risque, il ne faut pas faire le test le lendemain de la rencontre avec la personne positive. Il faut faire le test plutôt 5 à 7 jours après sa rencontre. Le temps éventuellement de développer des symptômes. Oui, parce que si vous le faites le lendemain, vous allez dire « non, c'est bon, je suis négatif ». Et en réalité, ce n'est qu'au bout de 5 à 7 jours que la quantité de virus va se développer dans votre corps. Donc, il faut attendre quelques jours aussi pour faire ce test. Alors ça, c'est recommandé par l'assurance maladie, par l'ARS, bien sûr. Est-ce que la télémédecine trouve sa place dans la gestion de la crise Covid? Absolument, elle a trouvé sa place dans la première vague de manière importante, puisque avec le confinement, les gens ne venaient pas au cabinet du médecin. Donc, on a mis en place donc, un système de téléconsultation qui a bien marché et qui continue à fonctionner. C'est vrai que quand les gens sont malades et qu'ils estiment qu'il y a des grandes chances qu'ils aient le coronavirus, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens plutôt téléphonent à leur médecin, téléphone à la DGUP, c'est-à-dire la permanence de médecine libérale. Et j'ai demandé à ce qu'on lance un appel à projet, peut-être pour développer une plateforme de téléconsultation aussi pour les gens du coronavirus, de manière à ce qu'ils puissent être orientés sans forcément attendre des heures dans la salle d'attente, au risque évidemment de contaminer les autres personnes. Parce que les médecins disent justement qu'on peut avoir
On peut avoir une idée assez précise de l'état du malade juste en observant justement son visage. Oui, et puis on lui pose des questions, on lui demande s'il a pris sa température, on lui demande s'il tousse, enfin on fait un interrogatoire. Donc la télémédecine pourra servir. Et avant de se quitter, il nous reste quelques minutes à peine. On va rentrer un peu dans les polémiques. Certains endroits, donc, dont les bars et les restaurants seront amenés à fermer. Tout le monde se demande pourquoi les centres commerciaux, eux, bénéficient de passe-droit et peuvent continuer à ouvrir comme ils le souhaitent. Pourquoi ? Bon, je ne suis pas une spécialiste de la question, ça a été évidemment évalué et travaillé, mais juste simplement du bon sens. Quand vous allez au centre commercial, vous ne restez pas pendant longtemps face à face avec une autre personne, vous ne buvez pas de l'alcool, donc du coup, quand on boit de l'alcool, on perd un peu la notion de l'attention, etc. Donc vous allez au centre commercial, vous passez dans les rayons, vous faites vos courses et vous repartez. Au restaurant, c'est normal, vous y restez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous discutez avec les amis, vous buvez un peu d'alcool, et puis au bout d'un moment, vous oubliez un peu les gestes barrières. Alors qu'au centre commercial, vous allez avec votre masque, d'accord, et vous restez à distance des personnes. Mais on vous dira, vous touchez à tout le monde touche à tout, et que ça se transmet aussi par les mains. Oui, mais ça se transmet par les mains à partir du moment où vous mettez vos mains au visage, dans la bouche, dans le nez ou dans les yeux, d'accord ? Donc, à partir du moment où vous gardez votre masque, vous touchez vos trucs, là, par exemple, moi, je touche votre surface, là. Qu'est-ce que je fais en sortant, avant de monter dans ma voiture, avant d'enlever mon masque ? Je mets du gel hydroalcoolique et après seulement, j'enlèverai mon masque. Donc, je n'ai pas touché ni ma bouche, ni mon nez, ni mes yeux. Autre polémique autour des compagnies aériennes, cette fois-ci. Les vols sont limités sur le régional, à destination de la Martinique et de Saint-Martin. Les compagnies aériennes commencent à se plaindre, à se faire entendre à ce niveau-là. Est-ce que la mesure était nécessaire de limiter justement le nombre de vols et donc de passages entre Guadeloupe, Martinique ou Guadeloupe, Saint-Martin ? Alors tout ça, ça relève plutôt du préfet que de moi. En tout cas, moi, ce que je peux dire en tant que, je dirais, conseiller santé un petit peu, c'est que moins on a de brassage de population, mieux, si vous voulez, ça se passe en termes de diminution de la transmission du virus. Voilà. Donc c'est normal, plus on mélange les gens, plus ils se croisent, plus il y a des flux et plus on se transmet le virus. Donc retour à la normale, pas vraiment tout de suite ? Malheureusement, non, je crois pas, non. Peut-être plus un confinement. J'espère que non. Mais c'est ce qui se profile. Disons que, si vous voulez, il y a confinement individuel. Le confinement individuel, c'est les gestes barrières, d'accord ? Donc si on le fait bien, on n'aura peut-être pas forcément besoin de faire un confinement collectif. Merci beaucoup, en tout cas Valérie Denux, Merci. directrice de l'Agence régionale de santé, d'être venue sur ce plateau ce soir pour répondre à nos interrogations. Je pense que l'ARS a entendu mon appel puisque je demandais à ce que vous soyez présente depuis la semaine dernière. En tout cas, merci à vous d'être venue et on fera un point très prochainement. Demain, vous serez en conférence donc avec le préfet Alexandre Rochat pour un point de situation. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera fixé sur notre sort pour les prochains mois. Merci encore. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain. Des bisous, bisous.